bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors bienvenue pour notre premier Débattez-vous online. Après les débats confinés que nous avions organisés au printemps, Il fera beau demain, Mouvement Positif reprend ses débats. Mais cette fois-ci, nous sommes dans un café en respectant les distances de sécurité entre nous et dans une nouvelle formule, une formule où il y aura chaque fois autour d'un représentant, aujourd'hui moi pour Il fera beau demain, un citoyen. Aujourd'hui c'est Anaïs Demain, étudiante et militante à l'Université de Bruxelles en sciences politiques. Également un expert, aujourd'hui c'est Jean-Benoît Pilet qui est professeur en sciences politiques à l'ULB aujourd'hui aussi, donc l'ULB est très représenté pour ce premier débat, et quelqu'un qui représente le monde politique. Aujourd'hui, c'est Opaline Meunier, qui est présidente des jeunes CDH et conseillère communale à Mons. Le débat du jour porte sur une question qui a été très d'actualité pendant les 580-600 jours qui nous ont séparés du jour des élections. C'est finalement de savoir si ce sont les électeurs ou les présidents de parti qui décident qui nous gouverne. En effet, il a fallu une si longue période entre le moment des élections et le moment où un gouvernement a pu se former, parce que les présidents de parti ont dû négocier, ils ont dû s'entendre entre eux, et finalement, on peut se demander si ce qui était le plus important, c'était d'avoir des présidents qui s'accordent sur un gouvernement, ou si c'était d'avoir des élections et un résultat donné par les électeurs. Alors, commençons d'emblée ce débat, peut-être avec toi, Anaïs. Anaïs, est-ce que justement, comment en tant que jeune citoyenne, je ne sais pas si tu as voté la première fois peut-être en 2018 au communal, là c'était les premières élections fédérales, les premières élections régionales, ce décalage, auquel malheureusement on commence à être habitué en Belgique entre le moment des élections et le moment de la formation d'un gouvernement fédéral, ce jeu des présidents de parti, en tant qu'électrice, quel sentiment cela te donne ? Bonjour. Oui, donc moi, ma première fois pour voter, c'était il y a 2 ans, en 2018, en effet. Et par rapport au président de parti, c'est vrai que ce n'est pas une question qui vient naturellement. Je crois que quand on voit la politique, on ne l'imagine pas autour des présidents de parti. Et en même temps, c'est vrai que les négociations qui ont eu lieu ont tourné presque uniquement autour des personnalités et des sorties politiques, et peu au final autour des éléments négociés. En tout cas, moi, de ce que je suivais, j'ai toujours été assez étonnée de ne pas voir qu'il y avait un gros blocage autour de tels grands sujets. Enfin, bien évidemment, il y a les questions de sécurité sociale et de fédéralisme, nationalisme, etc. Mais on a beaucoup eu des petites sorties, des petites phrases qui ont clivé. Donc c'est vrai qu'en tant que citoyen, on a l'impression qu'il y a une espèce de bulle institutionnelle avec des acteurs qui interagissent. Et au final, que ce qu'on a voté au niveau programmatique, en tout cas moi, ce qui me pousse à voter, c'est les questions programmatiques, est peu débattue dans l'espace public. Parce que former des coalitions impose de négocier, donc oui, de faire des compromis, donc de s'éloigner de ces programmes ? Oui, et je crois que surtout le fait de négocier inclut le secret. Et du coup, en fait, même un président de parti est mandaté par ses membres, mais l'ensemble de l'appareil partisan n'est déjà pas tenu au courant de ce qui est négocié pour éviter les fuites dans la presse qu'on a pu connaître, etc. Et du coup, encore moins les citoyens. Mais donc, en fait, de l'extérieur, ça paraît comme une espèce de jeu d'acteurs à répétition qui... Mais d'entre-soi ? Oui, forcément. Et je crois que l'entre-soi est aussi lié à la défiance démocratique qui existe aussi aujourd'hui autour du monde politique, et que c'est un cercle vicieux qui s'alimente. Donc, le fait que les citoyens soient défiants par rapport au jeu démocratique, questionnent de plus en plus la démocratie, fait que le monde institutionnel, et au final c'est ce qui s'est passé, je crois, dans ces négociations, c'est qu'il y a une vraie peur par rapport à la montée de l'extrême droite et une vraie volonté de l'endiguer d'ici 2024. Mais du coup, en fait, il y a un repli institutionnel entre les partis traditionnels qui disent... En fait, on doit sauver la Belgique, on doit sauver nos institutions démocratiques, mais du coup, on le fait dans des négociations très obscures. Et en fait, ça donne aux citoyens, et même la Vivaldi, avec quatre grands partis, mais qui sont 4 clivages totalement différents, enfin des orientations idéologiques différentes. 7 partis. Oui, 7 partis, mais en tout cas... 4 familles oui, différentes. 4 familles. Ça donne l'impression que tous les partis démocratiques traditionnels ont dû s'allier entre eux pour sauver un système dans lequel eux survivent. Et donc, en tout cas, au niveau des citoyens, ça crée forcément
ça crée forcément du trouble et du vide aussi au niveau du politique. Jean-Benoît Pilet, alors c'est pas nouveau, hein, donc c'était déjà le cas après les élections de 2010, on avait aussi une grande crise, ça avait d'ailleurs créé beaucoup plus d'émotions dans la population que cette fois-ci, peut-être qu'on s'habitue vite, mais qu'est-ce qui explique, parce que c'était pas toujours comme ça, qu'est-ce qui explique que ce soit si difficile aujourd'hui en Belgique de former un gouvernement fédéral ? Je pense que l'élément principal, c'est qu'on a un jeu politique beaucoup plus éclaté. C'est que ce qui est nouveau, c'est qu'une part non négligeable des sièges à la Chambre des représentants, donc du résultat des élections, sont occupés par des partis avec lesquels personne ou presque ne veut gouverner. Et quand on cumule les scores du Vlaams Belang et du PTB, on a déjà une bonne partie des sièges qui sont occupés par des partis avec lesquels les autres ne veveulent pas négocier. Et qui veulent gouverner. Et qui, eux, veulent gouverner, mais à des conditions qui sont inacceptables pour la plupart des autres. Donc on est dans un jeu où finalement le résultat de l'élection paralyse une partie des sièges pour former un gouvernement. Donc ça, c'est un premier élément. Et en plus, ça crée une pression sur les autres partis qui font que quand on doit aller vers des compromis qui forcément sont plutôt centristes, ou en tout cas sont convergents vers le centre, c'est difficile. Pour le PS, c'est difficile en sachant qu'on vient de perdre des votes au profit du PTB. Pour la NVA, pour le VLD, pour le CDNV, on vient de perdre beaucoup de votes au profit du Vlaams Belang et précédemment on les avait perdus donc au profit de la NVA qui avait un discours beaucoup plus radical. Et donc c'est très compliqué de négocier dans cette configuration-là. Auparavant, on avait moins de partis et surtout un poids des extrêmes qui était nettement moins fort et donc ça offrait une capacité à forger le compromis qui était un peu plus importante. Et donc ça, c'est vrai que c'est pas spécifique à la Belgique d'ailleurs, mais quand on a une montée en puissance de partis qui tiennent des propos plus radicaux et qui quelque part articulent le jeu politique autour d'eux, ça devient compliqué de former des coalitions. Et la Belgique est sans doute l'exemple ultime à ce niveau-là en ce moment, mais c'est des choses qu'on voit par ailleurs. On voit à quel point ça a été compliqué en Italie de former des gouvernements avec la montée du mouvement 5 étoiles et de la Lega. On voit à quel point ça a été compliqué en Espagne quand la montée de Podemos s'est faite et puis maintenant la montée de Vox se fait pour former un gouvernement. Donc on se rend bien compte que là, il y a quelque chose entre l'expression du vote pour des partis qui sont un peu en dehors du système et d'autre part, la nécessité de former un gouvernement où on reste à l'intérieur de ce système. Donc là, il y a un hiatus qu'il va falloir résoudre. Là, tu parles de l'Italie, tu parles de l'Espagne, tu parles de la Belgique. Ce sont chaque fois des systèmes électoraux proportionnels. Est-ce que c'est une des sources du problème ? Alors, ce qu'il y a, c'est que le système qu'on a vise à garantir une représentation relativement ouverte et relativement diversifiée. Donc ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir deux partis qui cadenassent l'entièreté de la représentation parlementaire. Et donc le prix à payer de ça, c'est que c'est plus compliqué de former un gouvernement quand on va être à 13 ou 14 au Parlement que quand on n'a que 2 ou 3 partis. Et donc c'est évidemment un des défis, et donc c'est le prix qu'on paye. Et on pourrait aller vers un autre système qui permet de former des majorités plus aisément, mais on aura aussi un prix à payer, qui sera que on aura plus souvent les mêmes partis qui restent représentés au Parlement. Si on prend l'exemple inverse, qui est le cas britannique, c'est quand même assez fascinant de voir qu'on garde les deux mêmes partis depuis quasiment, en tout cas depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour ce qui est d'être les deux partis principaux, et même depuis le lendemain de la Première Guerre mondiale, et que les nouveaux partis n'arrivent presque pas à émerger, voire n'arrivent pas du tout à émerger. Et donc là, eux, ils ont des gouvernements plus stables, plus vite formés, mais ils ont une représentation qui est quelque part bloquée. Et donc il va falloir sans doute trouver soit attendre que l'électeur recompose lui-même le paysage partisan, mais ça peut mettre des décennies, voire ça peut ne jamais arriver, soit effectivement essayer de trouver un autre équilibre que celui sur lequel le système belge a été bâti. Et quand le système belge a été bâti institutionnellement, on n'imaginait pas qu'il y aurait 13 ou 14 partis. On imaginait qu'on fonctionnerait avec 3 ou 4 familles politiques. À l'origine, même quand on est passé à la proportionnelle, c'est parce qu'on se rendait compte qu'il fallait gérer le fait d'avoir 3 familles politiques, pas d'avoir 13 oui, c'était des partis unitaires. Donc, et en plus, c'était des partis unitaires. Donc on a en plus ajouté ce problème-là, même si là, on voit que les familles politiques ont eu tendance un peu à se... Donc, on a quand même le sentiment que le système a été pensé pour 3-4 partis et pas 10. Le système n'a pas été pensé pour une représentation aussi diversifiée, et donc il faudra voir, soit du côté des partis et des citoyens, une recomposition du paysage politique, soit du côté institutionnel, peut-être penser les choses un peu différemment. Opaline Meunier, ton expérience politique, elle a commencé au niveau communal. Au niveau communal, c'est aussi un scrutin proportionnel, mais en général, on ne doit pas attendre 500 jours pour... parfois, dans certaines communes, très exceptionnellement. Mais enfin, en général, la dynamique communale est quand même très, très différente de la dynamique fédérale. Est-ce qu'il y a des choses sur le plan communal qui devraient peut-être nous inspirer quand on pense la manière de gérer les élections, de gérer la formation des coalitions sur le plan fédéral, à ton avis ? Je pense que si on avait autant de partis au niveau communal qu'on en a
a au niveau fédéral, le problème serait aussi celui du morcellement et ce serait probablement plus difficile. Donc moi, je suis conseillère communale à Mons, on n'a pas 17 listes, 20, 25 listes qui se présentent, on en a quelques-unes avec des pôles plus ou moins similaires au centre droit, au centre gauche, etc. Et donc c'est plus facile évidemment de former des coalitions au niveau communal. Mais ce que je voudrais juste rebondir sur ce qu'Anaïs disait parce que je trouve ça vraiment intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, on n'est plus dans une situation où on vote vraiment au niveau, je trouve, des idées. Il y a très peu, en tout cas de jeunes même, qui se sont plongés dans les programmes et qui se sont mis à dire, tiens, quelles sont les idées que je voudrais défendre. On est vraiment dans une situation où on vote pour le système, dans le système ou anti-système. Et on voit qu'en Flandre, ça s'exprime avec un vote bilingue, avec un vote NVA qui est, selon les sujets, un peu borderline dans ou en dehors du système. Et en Wallonie, ça se manifeste par un vote contestataire PTB. Et donc, moi, je trouve vraiment que ce qui est intéressant, ce qu'il faudrait résoudre, c'est pourquoi est-ce qu'on a une manifestation contestataire du système comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a cet intérêt grandissant de façon quand même non négligeable pour ces partis qui ne veulent plus vraiment répondre au code traditionnel de la politique? Qu'est-ce que les partis politiques traditionnels ont peut-être pu foirer pour que la réponse ce soit des partis politiques simplistes ou populistes ou extrémistes, nationalistes ou peu importe les adjectifs qui leur correspondent. Mais donc voilà, il y a une question démocratique, vu qu'aujourd'hui on parle démocratie. La question démocratique, c'est vraiment de se dire, on doit se remettre en question. Et on doit faire nous-mêmes notre mea culpa parce qu'apparemment la population en a marre et veut autre chose, quoi. Et est-ce que vraiment la population veut un régime communiste ou veut un régime qui défend des discriminations et qui ne traite pas tout un chacun sur un pied d'égalité comme on peut le voir au Nord? Enfin, est-ce que fondamentalement la population veut ça? Je ne suis pas certaine. Mais par contre, la population veut autre chose et le manifeste comme elle le peut, quoi. Donc elle exprime très clairement un ras-le-bol, ça paraît manifeste. Et je ne suis pas convaincu que la période aussi longue de négociation ait donné une image du politique. Voilà, à voir d'ailleurs les sondages sortis récemment, ça ne semble pas avoir conduit à une remontée en force des partis, on va dire, de gouvernement. Alors Anaïs, peut-être une des solutions qu'on a parfois entendues, c'était qu'il fallait forcer les choses. Une des choses qui avait été frappante dans le débat, c'est qu'on a l'impression qu'un moteur pour former le gouvernement a été le refus des élections, ce qui peut paraître quand même aussi, pour un citoyen, pour un électeur, un peu curieux, un peu antidémocratique. D'autres ont voulu au contraire se dire que si au bout de 3 mois, 5 mois, peut-être 6 mois maximum, il n'y a pas de gouvernement, il faudrait retourner automatiquement aux urnes. Est-ce que, c'est vrai que c'est une règle qui paraît transparente, est-ce que ce serait quelque chose qui serait parlant pour toi? Je sais pas si c'est vraiment quelque chose... je crois qu'en Espagne, par exemple, c'est ce qu'ils font. Et en tout cas, de mes amis espagnols, c'est pas forcément quelque chose qui... Enfin, c'est un peu en fait une solution technique qui au final répond à rien, quoi. Parce qu'ils doivent renégocier de nouveau et oui, c'est ça. Par exemple, ça n'arrange rien. Sans rentrer dans le cas espagnol en détail, en fait, le fait d'avoir eu peur des élections a forcé la coalition de gauche à se former très rapidement. Mais au final, ça n'empêche pas la montée de l'extrême droite Vox. Donc peut-être qu'on aurait un gouvernement plus vite, etc. Mais le fond du problème démocratique reste le même. Donc après, peut-être au niveau technique et au niveau de la vie quotidienne et de la mise en place de l'action publique, c'est bien. Mais c'est pas du tout quelque chose, moi, qui me semble bien. Surtout qu'à mon avis, en Belgique, ce qui se passerait, c'est qu'on revoterait 2-3 fois de suite. Donc, en Espagne, ça a été le cas d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais. Mais, et finalement, ça crée aussi une fatigue électorale. Et donc de l'abstention, des choses comme ça. Les gens qui restent, c'est les gens qui sont plus affiliés au parti et ça crée beaucoup d'abstentionnisme. Jean-Benoît, pardon. Par rapport à ce que vous disiez sur la peur des élections, c'est marrant parce que justement, j'avais vu beaucoup de commentaires qui disaient qu'au final, ce qui liait les partis de la coalition actuelle, c'était la peur de retourner dans les urnes. Et je crois que c'est une lecture un peu simpliste, mais assez vraie, et que ça crée aussi la fatigue électorale dont on parlait. Jean-Benoît, donc on a parlé du cas espagnol. Est-ce qu'il y a d'autres pays où il y a ce système où on retourne automatiquement aux urnes au bout d'un certain temps? Oui, on va avoir des cas très organisés. Par exemple, le cas d'Israël est un cas très organisé où non seulement on va prévoir une période au bout de laquelle on est obligé
de revoter, mais on va aussi prévoir un tour de rôle pour les partis en fonction de leur nombre de sièges au sein du Parlement. Donc on va d'abord donner la priorité à celui qui est arrivé en tête, qui a un certain nombre de jours bien déterminés pour tenter une coalition. S'il échoue, on passe le relais comme formateur au président du parti ou à la présidente du parti qui est arrivé en deuxième position. Donc ça remplace le roi. C'est un truc très très codifié, mais là aussi on le voit, c'est pas ça qui permet forcément une solution. Ça permet de retourner aux élections et d'avoir bien souvent des élections qui ne changent pas fondamentalement les résultats électoraux. Donc ça existe, on peut, et moi je pense qu'on pourrait aller dans cette direction-là et que ce serait plutôt une bonne chose. Ça permettrait sans doute d'éviter une longue période de latence et où il ne se passe rien en fait. Parce que c'est ça aussi qui a été très intéressant et très troublant dans la période ici par rapport à d'autres périodes dont on a parlé précédemment, c'est qu'il s'est passé un peu rien en termes de négociation. Si on prend l'Orange-Bleu, ça avait négocié, ça a raté. Si on prend le gouvernement Di Rupo, ça a négocié très très longtemps, d'abord avec la NVA, puis sans la NVA. Ici, on a l'impression que ça n'a pas négocié pendant plusieurs mois avant de enfin commencer à tenter un petit peu de négocier entre le PS et la NVA, et à tenter après de négocier et finalement y arriver avec la coalition Vivaldi. Donc ça permettrait de régler ce problème-là, mais là je voudrais rebondir sur ce qui a été dit juste avant, ça ne réglerait pas une lame de fond qui est cette méfiance croissante et cette désaffection croissante à l'égard de la politique. Donc ça permettrait d'éliminer peut-être ou de solutionner peut-être un petit élément qui renforce ce sentiment de méfiance, mais ce n'est pas simplement en ayant des gouvernements plus rapidement que tout d'un coup on va restaurer la confiance et qu'on va ramener les gens à s'intéresser à la politique, à ne pas se tourner vers des partis qui effectivement prônent essentiellement des solutions radicales sans avoir en tête est-ce qu'on arrivera à négocier véritablement ces éléments-là. Donc ça permettrait sans doute d'aller dans cette direction-là, mais il y a une lame plus profonde et qui remonte déjà, elle émerge tout doucement dans les années 70, elle se manifeste très fortement dans les années 90 avec l'arrivée du Vlaamsblok. Et là, on atteint effectivement en Belgique, mais aussi ailleurs, des taux de méfiance et de rejet des partis traditionnels et même parfois, et ça c'est ce qu'on voit dans ce que nous on a pu mener comme étude, même un rejet de l'idée qu'on doit se structurer autour des élections et une demande de passer sur d'autres modèles qui d'ailleurs sont souvent des modèles très contradictoires avec plus de participation citoyenne ou au contraire beaucoup moins de participation citoyenne. On a parlé par exemple de gouvernement d'experts comme solution. Oui. On voit bien qu'on est en train de chercher quelque chose. On a aussi parlé de gouvernement miroir. On a aussi parlé de gouvernement miroir. Tu peux expliquer ? Donc un gouvernement miroir, c'est de dire, partons de là où c'est plus simple, mais aussi de là où le pôle d'attraction de la politique se fait, c'est-à-dire les niveaux des communautés linguistiques, et faisons que le gouvernement fédéral soit simplement la juxtaposition miroir de ces gouvernements wallons, bruxellois et flamands, ou, parce que ça c'est plutôt du côté néerlandophone qu'on a cette vision-là, du gouvernement flamand et de ce que serait un gouvernement wallon uniquement. Donc là, il y a aussi la question de Bruxelles. Mais c'est de dire, voilà, finalement, vivons sur les élections régionales, formons des gouvernements plus simplement à partir des réalités régionales et composons un gouvernement fédéral qui reflète cette réalité sans qu'il y ait de vraies négociations. Oui, mais enfin, il faut encore qu'ils s'entendent. Tout à fait. Mais là, ce serait l'idée, ils n'ont pas besoin de s'entendre en tant que tel sur un programme. On serait dans un modèle, finalement, qui est celui qu'on va retrouver au niveau intergouvernemental dans l'Union européenne, c'est-à-dire on prend les résultats des élections nationales et on met les chefs d'État et de gouvernement ensemble et ils négocient après, mais ils n'ont pas besoin de forcément être d'accord sur tout un programme. Mais on aboutirait sans doute à une espèce de paralysie. Là, l'élément qui se relie au gouvernement miroir, c'est le fait de dire, vu que la vraie négociation politique elle a lieu dans les régions ou dans les communautés, c'est là que doivent se prendre l'essentiel des décisions. On ne peut plus se permettre de laisser la sécurité sociale, de laisser la justice à un gouvernement miroir qui, effectivement, n'a pas de programme commun. Derrière cette solution, moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression en fait, qu'il y a un programme résolument confédéraliste, alors, derrière le gouvernement miroir. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais genre, donc c'est juste l'aspect pragmatique et logistique du confédéralisme, quoi. Donc, moi, ça me parle pas du tout, ça me donne pas du tout envie. Et donc, non, pour moi, c'est pas une solution. Et par rapport au fait d'obliger les citoyens à retourner voter, tous les 3, 6, 12 mois, que sais-je, moi, je suis complètement contre, parce que c'est envoyer un signal aux citoyens de dire « vous avez mal voté ». Et le mandat que vous nous avez donné, c'est pas le bon. Nom de Dieu. Oui, si, c'est le bon. Et débrouillez-vous avec ça. C'est l'expression légitime à partir du moment où il n'y a pas de fraude dans les urnes ou quoi que ce soit. C'est un mandat valable. Allez négocier sur base de ça. Et c'est pas parce que 6 mois plus tard, on te demande de retourner voter que ton idéologie, tes idées ou le parti qui te plaît ou auquel tu t'identifies aura changé. Tu n'as pas mal voté. Et donc, est-ce qu'on va te tordre le bras et te faire voter jusqu'au moment où tout le monde votera pareil ? Enfin, voilà, moi, ça me paraît pas démocratique comme cheminement. Et
contente pour Israël et pour l'Espagne, etc., que ça marche. Mais voilà, moi, je ne trouve pas ça très sain. Et on fait pas ça, on n'envisage pas ça à d'autres niveaux de pouvoir, quoi. Enfin, donc, est-ce que le fait que des hommes, aussi imparfaits soient-ils, soient incapables de se mettre d'accord, justifie qu'on remette en question le système? Ben non. Non, c'est un problème, Anaïs le disait en commençant, c'est un problème de personnes. Et souvent, il y a eu des blocages autour d'une ou deux personnes, d'une ou deux déclarations. Et donc, on ne va pas remettre en question un système politique sur base de contingences du genre est-ce que machin et machin s'entendent bien, quoi. Donc, Je suis d'accord, mais on peut aussi se dire que ça fait partie d'une information que les lecteurs n'avaient pas. Ils ne savaient pas dans quelle mesure tel parti et tel président de parti serait volontaire pour négocier, serait capable de négocier. Donc on peut aussi dire, maintenant vous avez constaté comment les partis se débrouillent et vous pouvez estimer que tel parti pour lequel vous aviez voté fait pas bien son boulot puisqu'il n'est pas capable de former un compromis. Donc on pourrait aussi se dire, voilà, après un an, vous avez une autre information et donc vous pouvez vous dire, ok, j'aime toujours bien leur programme, mais ils sont manifestement incapables de mettre ça en action, donc je préfère voter autrement. Donc on peut aussi se dire, c'est redonner à l'électeur l'opportunité de voter en ayant une information complémentaire qui n'est pas une information inutile. Et c'est quelque chose qui manque parfois un peu dans notre système, c'est qu'on sait quel est le programme, mais on ne sait pas forcément ce que les partis sont prêts à faire pour mettre en œuvre ce programme et quels compromis ils sont prêts à faire et avec qui. Là, au moins, l'électeur aurait une partie de cette information. Je ne suis pas persuadé que l'électeur va se saisir de cette information, ouais, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, il aurait une information en plus et il pourrait se dire, ben voilà, je constate que, je sais pas moi, j'ai voté pour tel parti parce qu'il m'avait promis que forcément il n'irait jamais au gouvernement avec tel autre, et puis finalement je vois qu'il négocie avec tel autre, mais par contre je vois qu'il ignore ce qui me semble être un partenaire plus légitime, et donc on reçoit une information en plus. Moi, pour moi, c'est un truc à dire aussi, c'est que en fait, la démocratie, c'est pas que revoter, quoi. Et même au niveau de la participation démocratique, c'est amusant qu'on focus autour du fait de revoter, alors que par exemple, je sais pas, il y a quelques semaines, il y a eu une grande manifestation sur le refinancement des soins de santé, en pleine formation d'un gouvernement après une crise sanitaire sans précédent. Et au final, elle a été peu écoutée. Il y a eu, la mobilisation, elle a été quand même grande. Elle a eu 15 000 personnes, je crois. Il y a eu aussi une répression policière qui a été très incomprise et très injustifiée. Enfin, c'est toujours injustifié, mais d'autant plus que la manifestation était faite de membres des soins infirmiers qu'on traite en héros et ensuite qu'on vient frapper quand ils viennent manifester. Et du coup, c'est aussi étonnant qu'on dise quand on n'arrive pas à former un gouvernement, on devrait revoter, alors qu'en fait, pendant toute la formation du gouvernement, il y a eu plein de modes de participation démocratique des citoyens qui ont été très peu écoutés et qui sont de moins en moins écoutés. Avant, il y avait des manifestations comme ça, et ben, il y avait des négociations à la fin des négociations avec les ministres et avec des représentants, et c'est plus le cas aujourd'hui. Mais ça demande qu'il y ait des ministres. Oui. Or là, justement, il y en avait où il n'y en avait plus vraiment un gouvernement. En tout cas, les partis font de moins en moins de cas, en fait, de ce genre de participation. Et donc, au final, revoter, oui, mais il y a aussi beaucoup de citoyens qui disent voter, ça ne sert à rien, on va faire autrement, ils font autrement. Et on ne les écoute pas, Mais est-ce que ce sentiment que voter ne sert à rien ne s'explique pas aussi parce que justement, il y a toutes ces coalitions qui se forment après, donc tu parlais d'informations nouvelles et autres qui dépendent justement de qui finalement va être prêt à négocier avec qui, parce qu'on voit bien que quand il y a des promesses ou des grandes annonces, jamais avec X, jamais avec Y, ça ne résiste pas à l'épreuve du temps, et quelque part c'est normal parce qu'il faut bien trouver des solutions. Mais est-ce que justement l'information intéressante pour les lecteurs ne serait pas de pouvoir s'exprimer sur les coalitions? Alors beaucoup ont d'ailleurs dit « mais oui, mais moi j'aurais bien voulu dire, moi je suis plutôt en faveur de cette coalition-là plutôt que d'une autre ». Est-ce que c'est quelque chose qui paraît réaliste? Alors, un autre politologue, Vincent Laborderie, proposait par exemple de faire 2 tours. Un premier tour, il s'inspirait du système français, un premier tour comme aujourd'hui, un deuxième tour après un certain temps, et les coalitions seraient appelées à se former avant. Dans le cadre de la première partie d'Il fera beau, il y a une idée que d'ailleurs moi aussi j'ai reprise et qui visait à dire que les partis devaient former ou annoncer les coalitions à l'avance et donner une prime de majorité. Donc tel parti annoncerait son intention de faire une coalition avec un autre parti. Il devrait y en avoir un du Nord, un du Sud au moins dans chaque coalition. Et la coalition des partis qui auraient le plus de voix recevrait un certain nombre de sièges supplémentaires pour favoriser le fait d'avoir un gouvernement très rapidement. Là au moins, les électeurs voteraient en connaissance de
de cause dans ce système ou dans un... Est-ce que c'est des choses qui existent d'abord, Jean-Benoît? C'est des choses qui existent. On peut prendre le cas de l'Italie. En Italie, les partis forment des coalitions avant les élections et la coalition qui arrive en tête reçoit une prime, un nombre de sièges supplémentaires qui, normalement, si le système n'est pas trop éclaté, doit lui permettre de gouverner avec cette seule coalition. Et donc on a eu traditionnellement une coalition de partis de gauche et de centre-gauche et une coalition de partis de droite et de centre-droite. On a aussi le modèle grec où on a un peu cette même idée, même si là c'est plus... Finalement ces coalitions elles s'intègrent dans des partis et donc les partis forment ces espèces de plateformes communes et vont effectivement avoir une prime à celui qui arrive en tête pour qu'il puisse gouverner. Donc on peut envisager ça. C'est des systèmes qui peuvent fonctionner, comme le système à 2 tours français, mais ça veut dire qu'on change le sens de l'élection par rapport à ce qu'il est en Belgique. On vote pour former un gouvernement. Oui. Le système belge, normalement, il est là pour composer un parlement, et puis le gouvernement, il est un peu... On fait les deux quand même. Hein, Oui, sauf que c'était pas comme ça que c'était pensé au départ, au moment où on a conçu Non, mais avec, le système avec ce français. type de Maintenant, on fait- réforme. Oui. Maintenant, oui, tu composes un parlement, mais le rôle premier de l'élection, c'est quel est le vainqueur, et ce vainqueur va gouverner. C'est pas qu'est-ce que chacun reçoit comme part des sièges qui représentent la diversité de la société, puis on verra bien comment on compose un gouvernement. Donc j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que c'est pas plus conforme à la réalité? Effectivement, dans une réalité où les gouvernements dominent à ce point-là, Oui. donner à l'électeur la possibilité de marquer son choix pour qui va gouverner et pas simplement qui sera au Parlement, c'est sans doute une bonne chose si on veut garder ce système de primauté du gouvernement. Mais en gardant ce système de primauté du gouvernement, alors on va à l'encontre, à l'inverse, de dire il y a d'autres manières d'enrichir la démocratie, parce que ça peut aussi amener à dire, bon ben voilà, ce gouvernement il est formé, il est majoritaire, donc il n'a pas à écouter la voix de la rue, il n'a pas à écouter la voix éventuellement de pétition, il n'a pas à écouter... Et donc c'est ça aussi l'équilibre qu'il va falloir trouver, c'est donner un poids à l'électeur pour former un gouvernement qui sera plus fort, mais qui ne doit pas pour autant penser qu'il est omnipotent. Et si on prend, pour rebondir sur l'exemple que tu donnais, le cas français, c'est un peu le problème. C'est qu'on se retrouve avec des gouvernements qui ont des telles majorités qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont plus besoin d'écouter qui que ce soit. Et si on regarde le gouvernement français actuel, il y a cette impression-là. Le score de Emmanuel Macron à la présidentielle, et encore plus la confirmation législative du fait qu'il avait une majorité très vaste, l'a amené à ne pas être très modeste dans sa manière d'agir. De royauté démocratique. Voilà, c'est un Mais là, on est vraiment dans tout à Oui, fait donc l'autre extrême. dans bien sûr. l'extrême. Donc de nouveau, c'est des solutions qui sont intéressantes, qui à mon avis correspondent à la réalité, mais on doit sans doute enrichir plus largement le débat et se dire ok, c'est bien d'avoir un débat sur comment on suffit vote, pas. mais il faudra avoir un débat aussi sur d'autres modes d'influencer l'action publique. Mais Anaïs, en tout cas, le CDNV n'aurait pas pu attendre 1 an et demi avant de savoir s'il voulait gouverner avec la NVA ou pas la NVA et ce genre de choses. Est-ce que pouvoir s'exprimer sur le choix des coalitions est quelque chose qui te parlerait? Je crois que dans le fond, oui. Par exemple, je préférerais voter pour des PS écolo, PTB, que des PSMR ou des choses comme ça, parce que je crois qu'en effet, le mandat qu'on donne au parti, c'est pas forcément... Enfin, il y a des choses sur lesquelles moi je vote, sur lesquelles j'aimerais pas que mon parti négocie, en tout cas. Et par exemple, les questions de sécurité sociale, etc. Moi, je serais vraiment très déçue si je votais pour un parti qui s'alliait au final avec quelqu'un qui a ses antipodes, sans dire... Mais dans le fond, c'est pas du tout quelque chose qui me parlerait, dans le sens où je crois que le parti sait pourquoi ses électeurs votent pour eux. En tout cas, je l'espère. Et je crois que les partis, quand ils vont négocier, ils savent ce sur quoi leurs électeurs ne tergiversent pas. Et donc, ils ont un mandat qui est clair. Et d'ailleurs, souvent, après, s'ils font trop de concessions, Ils le payent. ils le payent. Et du coup, pour moi, c'est vrai que voter pour les coalitions, non. Après, avoir un vote de confiance... En tout cas, pour moi, quand je vote pour un parti, c'est un vote... je fais confiance dans la négociation aussi. Mais, Donc ici, la proposition, c'est Oui. bien de voter pour un parti. Mais tu sais à l'avance oui. avec qui ce parti envisage de faire une coalition. Oui, mais alors, dans ce cas, que les partis fusionnent à l'avance. Enfin, pour moi, en fait... Alors tu ne peux pas choisir entre Oui, mais- les différentes en côtés du parti, Mais de pour la moi, coalition. pour moi, un parti, c'est une représentation d'intérêt. Et du coup, en fait, si avant les élections, ils disent on va représenter ces intérêts ensemble, Ça mais devient un qu'ils parti. fusionnent et qu'ils deviennent un intérêt. Parce que du coup, c'est pour ça que je vote. Enfin, je Mais sais alors, pas. si je regarde les choses, ça veut dire que c'est plutôt le président de parti qui va pouvoir avoir la main sur l'équilibre des tendances internes. Ouais. Hein, donc, tandis que sinon, c'est Oui. l'électeur qui a la main sur cet équilibre. Mais je vois totalement, mais en fait, je crois que c'est une question tellement belgo-centrée
C'est une question qui naît en effet de la situation actuelle. Mais pour moi, ce n'est pas une question de quand je vais voter. Tu ne te poses pas cette question-là. Je me dis, si tel parti fait une alliance avec des points programmatiques qui ne me plaisent pas, je ne voterai plus pour eux. Ou en tout cas, mais je ne me dirai pas je vais voter pour une coalition. Ça, je ne vais jamais me dire ça. Parce que je me dis, je vote pour un programme, mais aussi pour des utopies. Enfin, c'est ça aussi. Et du coup, en fait, si je sais à l'avance qu'une coalition va se former et que tel point de programme qui est important pour moi sur les droits des femmes, le refinancement de l'enseignement ou la santé publique, si je sais à l'avance que ces points vont tomber, parce que s'il doit annoncer une coalition à l'avance, il faut des négociations à l'avance, pour moi, en fait, il n'y a plus d'intérêt à l'acte politique de voter, de voter pour un projet de société. Opaline, toi justement, tu es de l'autre côté, tu as dû te présenter à des élections, tu as dû justement essayer de défendre un projet de société, une utopie, un espoir, des choses dans lesquelles tu croyais, mais tu savais aussi qu'après il faudrait trouver des accords. Est-ce que ça ne met pas finalement l'homme, la femme politique dans une situation très, très difficile à vivre, où ils ont l'impression finalement de devoir faire des promesses et puis de ne plus être en mesure de les tenir? On arrive avec un package de 100% de notre projet de société. Et on a envie que l'électeur nous donne mandat pour réaliser 100% de ce projet de société. Après, si l'électeur ne nous donne pas le mandat suffisant pour réaliser ce projet de société, on doit l'entendre aussi. S'il n'y a que 10% ou 20% ou 25% de la population qui soutiennent ton projet de société, il faut entendre que tu n'as pas l'unanimité derrière toi et donc peut-être tu n'as pas que raison. Et donc, tu dois aussi faire preuve d'une certaine modestie et de te dire, je vais aussi écouter d'autres réalités, écouter d'autres citoyens qui ont donné mandat à d'autres partis et qui donc ont à cette occasion-là la volonté de promouvoir un autre projet de société. Et donc, je pense aussi que c'est une question de modestie, de se dire, ok, j'ai pas la vérité absolue, moi j'ai proposé un projet, il y a autant de gens qui y adhèrent, on va essayer de faire un projet commun, de voir ce qu'on a en commun avec d'autres personnes, avec d'autres groupes d'intérêt, comme tu disais, et essayer de rassembler un projet qui, en tant que dénominateur commun, en fait, agrée un plus grand nombre de personnes. Et donc, moi, ça ne me choque pas, en fait, dans l'absolu, de me dire, ça, c'est ce que je propose. Maintenant, vous en voulez pas. On verra ce qu'il y a de commun avec peut-être d'autres, on saura se mettre d'accord. Donc, moi, dans l'absolu, ça ne me choque pas. Et ça ne me dérange pas vraiment quand je vais faire du porte-à-porte ou quoi et que je me dis, ça c'est ma cam, vous en voulez pas, ça c'est un autre débat. Donc mais après justement, que ta cam, comme tu dis, finalement, elle n'était pas si blanche que ça, parce que tu as dû la couper et que tu reviens vers les électeurs. Oui, mais si les gens veulent dealer en poudre, c'est pas de ma faute, quoi. donc voilà, après, on se met d'accord et on essaye de voir quel est le dénominateur commun. Donc je trouve que c'est même plutôt sain de se remettre en question et de ne pas arriver avec un projet, d'ailleurs typiquement comme le fait le PTB, en disant c'est tout le package ou c'est rien. Nous, on applique 100% de nos programmes ou on est hors jeu. Non, dans la vie, ça ne marche pas comme ça, même dans un couple, dans une famille ou dans une relation d'amis, tu n'arrives pas en disant ça c'est 100% de mon opinion sur ce qu'on fait ce week-end et vous prenez ou vous prenez pas. Personne ne fonctionne comme ça, c'est pas la nature de l'être humain. Et donc, moi, ça me choque vraiment pas et ça n'a jamais été une difficulté. Par contre, deuxième élément, c'est que je vous entends discuter sur la question du comportement des électeurs. Et j'ai l'impression qu'on part ici dans la discussion sur un postulat où l'électeur, il est informé, il est éclairé, il est instruit, il est prêt à mettre en place un vote de sanction, parce qu'Anaïs disait, si tu fais un truc qui ne me plaît pas, je vais te sanctionner, je ne voterai plus pour toi. Il faut se rendre compte qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers de Belges qui ne fonctionnent pas comme ça. Et c'est un vote d'adhésion, c'est un vote d'identité, il y a 1 million de facteurs qui déterminent pourquoi quelqu'un vote pour un parti, et ce n'est pas nécessairement une réflexion critique sur les choix que pose tel ou tel parti ou tel président de parti. Il y a même tout un volet qu'on peut qualifier de pas rationnel. Et tu as même des gens parfois qui votent pour des partis qui en fait défendent pas vraiment leurs intérêts juste parce qu'il y a eu une habitude ou 1 million d'autres choses. Et donc, dire que on devrait peut-être envisager le vote pour des coalitions parce que ce serait la coalition qui est le plus acceptée, ça prêche peut-être pas pour ma chapelle et c'est peut-être pas très populaire de dire ça,
Mais franchement, c'est souvent surestimé toute une partie des citoyens. Et il y en a plein qui n'ont pas envie de faire aussi la démarche d'un tel investissement politique. Nous, ici, on est des mordus de débats politiques et de citoyenneté, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et on doit aussi pouvoir respecter que certains expriment strictement une démarche identitaire, une démarche sociologique, et qu'ils ne veulent pas après commencer à dire ben voilà, moi j'exprime qui sera la coalition de mon exécutif. C'est pas leur démarche, quoi. Donc voilà, moi je pense juste que tu cites nécessaire, les raisons pour lesquelles les gens votent. Ouais. Et alors, je pense que d'après ce que j'ai compris, il y a aussi beaucoup de gens qui ne votent pas tellement pour une utopie, pas tellement pour un projet, mais essentiellement pour quelqu'un dans qui ils ont confiance. Et parfois, ils ont confiance dans des personnes qui se trouvent dans plusieurs partis. Donc, c'est pourquoi il y a une autre proposition qui a été donnée et qui est de pouvoir panacher son vote, de pouvoir voter pour 3, 4 personnes et pas forcément qui appartiennent au même parti. Ça pourrait être aussi une manière de faire émerger je trouve ça déjà beaucoup plus sain. En vrai, je trouve ça déjà beaucoup plus simple parce qu'on peut plus vite, je pense, s'identifier au combat de quelqu'un. Parce que, par exemple, moi je ne m'identifie pas comme étant de gauche, mais si j'avais envie que mes intérêts féministes en tant que femme soient défendus, je pourrais voter pour Anaïs. Alors que peut-être qu'on ne partage pas la globalité du projet de société ensemble, mais que sur un aspect, j'ai envie de mon champion, comme on dit en bon anglais. Et donc, je pourrais avoir cette volonté de soutenir un candidat parce que je sais que je pourrais compter sur cette personne, sur quelque chose qui me tient à cœur. Et à la limite, parfois, on n'est pas contre un parti. Au niveau particulièrement au jeune CDH, il y a très peu de gens qui nous détestent. Et donc, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient dire moi, ça ne me dérange pas de voter pour quelqu'un qui est au jeune CDH, par exemple, mais voilà, il y a telle ou telle personne qui me plaise bien. Leur parti n'est pas un frein, n'est pas quelque chose qui, pour moi, est rebutant, mais ce n'est pas le parti qui crée l'adhésion, c'est la personne. Et donc, franchement, nous, on est spécialistes de ça, d'avoir des super choix de profil et tout. Et donc, donc voilà, franchement, je pense que c'est une très bonne idée. Okay. Et on peut compter sur une vraie adhésion. Je pense que le vote serait plus sincère et viendrait peut-être un peu plus des tripes que le vote d'habitude de partis politiques. Anaïs, tu as parlé projet, mais est-ce que tu pourrais te dire, d'abord, si tu te présentes, tu as déjà vu que tu avais peut-être une voix, donc c'était peut-être déjà un bon début. Voilà. Mais non, est-ce que pour toi aussi, le vote pour une personne compte? Tu as surtout parlé projet, utopie, etc. Mais cette idée alors de pouvoir voter éventuellement pour des personnes de plusieurs partis, est-ce que ça te parle? Oui et non. C'est pas quelque chose du tout qui, moi, me parle en tout cas. Je crois que chaque parti a ses candidats et aussi c'est le travail de sélection du parti, entre guillemets, de nous proposer des gens qui nous parlent. Moi, si par exemple je veux voter pour quelqu'un de féministe, comme tu dis, ce que je fais, et c'est ce que je fais d'ailleurs, je fais des votes où je fais que des femmes. Et donc voilà, ou que des personnes d'origine de l'immigration, etc., où je me dis, tiens, en fait, je vais rééquilibrer d'une certaine façon à ma petite échelle le truc. Donc c'est une autre manière de voter. Mais par contre, voter pour des personnes différentes, au final, je ne sais pas du tout si des points programmatiques vont être portés. Alors, ça ne veut pas dire que les gens compétents... Je crois qu'en fait, les gens compétents sont de toute façon élus. Enfin, pas toujours, mais... Je suis pas si sûr. Mais en tout cas que voilà, s'il y a quelqu'un qui est compétent, il faut qu'il porte aussi un projet. Et surtout, ça réduit la politique à l'individuel, alors qu'en fait, à partir du moment où je crois que tu es élu au niveau d'un niveau de pouvoir, j'ose espérer qu'il y a un travail collectif, en fait. Et donc, j'ose espérer que la personne pour laquelle j'ai voté travaille dans un collectif qui va dans le même sens. Parce qu'avoir que des électrons libres, qui sont tous compétents et qui portent tous des choses que j'aime bien, je ne sais pas si ça donnerait quelque chose de plus fort. Et après, je sais pas... Sur ce vote panaché, est-ce que ce serait une solution à notre problème d'éclatement du champ politique? Est-ce que ça faciliterait ou bien est-ce qu'on panacherait? Au contraire, on risquerait d'avoir encore plus de partis et ça ne serait pas une solution, ça a peut-être de l'intérêt, mais au problème précis de savoir est-ce que ça aiderait à former des gouvernements plus vite, est-ce que c'est une solution? Non. Ce n'est pas quelque chose qui va intervenir à ce niveau-là. Les pays qui ont ça en place, le Luxembourg et la Suisse, on ne constate pas que ça intervient pour faciliter
les rapports entre les partis. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a très peu de gens qui panachent. Donc même quand on offre la possibilité à l'électeur, il y a très peu de personnes qui panachent. Les électeurs qui panachent, on constate qu'ils vont panacher en priorité en faveur soit de quelques leaders. Et donc, par exemple, je ne vote pas pour le parti du Premier ministre, mais j'aime quand même bien le Premier ministre. Donc je vais lui donner une voix, et puis toutes mes autres voix vont aller à un seul parti. Ou alors on va mettre en place effectivement des votes sur des questions d'identité ou de points de programme très précis. Donc comme on en a parlé il y a quelques instants, voilà, je vais essayer de renforcer la représentation féminine dans un autre parti, et donc je vais attribuer quelques votes comme ça. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui bouleverse la logique électorale, c'est quelque chose qui en plus va renforcer la personnalisation du vote. Ça veut dire qu'on va effectivement porter beaucoup d'attention aux qualités des candidats, alors qu'on est justement dans un système qui ne laisse pas beaucoup de place à ces qualités des candidats une fois qu'ils sont élus. On est dans un système où, par exemple, le fait de voter sur une ligne différente de celle de son parti, c'est extrêmement rare. On est dans un système où la capacité à intervenir sur beaucoup de dossiers pour un élu individuel, elle est très très faible. Parce que voilà, on se spécialise, on divise les tâches, j'ai pas besoin de vous l'apprendre à l'intérieur d'un parti en disant toi tu vas t'occuper de telle commission, tu vas t'occuper de tel dossier, et puis on fait confiance au collectif pour avancer. Et donc c'est pas, je pense que ça a des vertus, ça permet de récompenser les personnes qui arrivent à aller chercher des voix au-delà de leur seul pool partisan, donc ça a des vertus pour les élus, mais ça n'a pas d'impact sur former les gouvernements, ça n'a pas non plus un impact incroyable au niveau du système, mais ça permettrait de récompenser certains profils et à l'inverse de sanctionner certains profils aussi, parce que c'est ça qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est que ce n'est pas simplement permettre à quelqu'un d'avoir un gros score, mais c'est aussi peut-être de pénaliser quelqu'un qu'on aurait estimé soit totalement incompétent, voire même parfois qui a eu des comportements à la limite de l'éthique et de la légalité, et donc d'essayer de sanctionner ce genre de profil. Et il y a des pays d'ailleurs qui permettent même de voter négativement. C'est-à-dire qu'on peut barrer le nom d'une personne. On peut dire je veux voter pour toute cette liste, mais pas cette personne-là, parce que je trouve que ça ne va absolument pas, et donc on peut même, et donc on lui retire une voix. Donc c'est pas simplement qu'il a 0, c'est qu'il a -1, et donc on peut lui retirer une voix. Et donc, mais ça permettrait vraiment de sanctionner, de dire j'aime bien tout ce parti-là, mais lui vraiment, ou elle vraiment. Donc je vois qu'il y a moyen d'être imaginatif. Mais justement, si on revient à notre problème initial, la difficulté que nous avons aujourd'hui à former des gouvernements, si tu avais, sur le plan du système électoral, quelle serait la mesure alors qui te paraîtrait la plus efficace pour essayer de sortir de cette situation, ce blocage ? Si l'objectif c'est d'avoir des gouvernements plus facilement, je pense qu'on doit intervenir sur 2 points. Un, celui que tu as cité, je pense qu'on doit essayer de donner un incitant aux coalitions formées préélectoralement. Et d'autre part, il faut réduire la proportionnalité du système. Ce qui revient un peu au même. Ce qui revient un petit peu au même, mais on pourrait par exemple passer aussi sur un système qui soit un système avec des circonscriptions qui envoient chacune moins d'élus. Si tu as des circonscriptions qui envoient entre 4-5 élus, ou même qui vont jusqu'à 8 élus, elles ne peuvent pas avoir 13 partis différents qui vont gagner ces sièges. Et donc là, il y a plusieurs travaux qui ont été menés en sciences politiques qui montrent que l'idéal, c'est de tourner entre 6 et 8 sièges. Pourquoi 6 et 8 sièges par circonscription ? Parce que ça permet une distribution des sièges en moyenne entre 3 et 4 partis, et donc d'avoir un Parlement qui est quand même un peu diversifié. On n'a pas juste 2 partis dominants, on va avoir 4 partis qui vont être représentés, mais on n'est pas non plus dans un éclatement avec 13 partis. Et l'avantage que ça a, c'est qu'on pourrait même intégrer ça dans la réflexion actuelle du gouvernement qui vient d'être installé, qui a dit on va aussi discuter du nombre d'élus. Et donc si en fait on garde les mêmes circonscriptions mais qu'on réduit la taille de la Chambre des représentants, on passe à 80 élus plutôt que 150, on pourrait essayer de tendre vers des petites circonscriptions. Il y a déjà des circonscriptions, mais on est déjà à 6-8. Hein, donc, oui, donc il y a des circonscriptions où on va devoir fusionner. Donc ça impliquerait par exemple qu'on fusionne Namur et le Luxembourg par exemple, qu'on essaye de recomposer le Brabant wallon avec une partie, je sais pas moi, la partie Nivelles peut-être avec une circonscription Hennuyère. Donc voilà. Donc moi je pense qu'on peut aller vers ça, mais c'est toujours, il ne faut pas se perdre dans la technicité. Il faut se dire quel est l'objectif. Est-ce qu'on veut que les électeurs interviennent dans le choix du gouvernement, oui ou non ? Quel degré de diversité et de renouvellement du système politique ? Parce que c'est hyper sain dans notre système, c'est qu'on a des nouveaux partis qui émergent. Et qu'on est un des systèmes partisans où il y a le plus de nouveaux partis qui émergent sur le temps. Si on prend les 40 dernières années, on a eu des partis régionalistes, on a eu des partis d'extrême droite, on a eu des partis écologistes, et on a eu maintenant des partis de gauche radicale. Donc ça, c'est quand même... Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, mais au moins on n'est pas bloqué avec les mêmes partis depuis le début du XXe siècle. Et donc, voilà, donc il faut chercher l'objectif,
Et puis, selon l'objectif, on réfléchit à la technicité. Mais tu parles, on a parlé gouvernement, mais là on parle même des représentants, hein, parce qu'on entend aussi, une des choses qui est parfois contestée, c'est l'impression que non seulement l'électeur, finalement, il ne choisit pas qui nous gouverne, mais est-ce qu'ils choisissent seulement ceux qui nous représentent ? Notamment, l'effet dévolutif de la case de tête est quelque chose qui est souvent critiqué. La liste des suppléants est souvent critiquée. Alors, l'effet dévolutif de la case de tête, c'est quand vous sur votre bulletin de vote, au lieu de voter pour une personne, vous votez pour un parti. Du coup, ça donne en cascade des voix pour les personnes dans l'ordre de la liste. Et du coup, plus vous êtes haut sur la liste, plus vous avez de chances d'être élu. Alors, Anaïs, cet effet dévolutif, il est souvent critiqué. Mais moi, j'ai l'impression, quand je t'entends, où tu insistes beaucoup sur l'idée de projet, sur l'idée de défendre, de faire confiance d'ailleurs au parti. Toi, tu ne dois pas forcément être contre ou je ne sais pas. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui me choque en tout cas. Après, je crois que, j'ai aucune légitimité pour dire ça parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens que ça choque très fort. Moi, c'est jamais, étant donné en effet que je vote pour un projet et pour un programme. Ça me dérange pas en fait que le parti fasse entre guillemets ses trucs en interne et choisisse qui va être élu parce que j'en ai aucune idée de si leur case de tête c'est souvent des gens qui ont du réseau, qui ont nanana et qui du coup en fait sont les plus à même de porter ce projet. En tout cas, il y a une sélection interne qui est très codifiée, ouais, c'est ça. Après, je crois que pour Monsieur, Madame, tout le monde, ouais, ça paraît comme étant de la particratie dans le système partisan, quoi. Mais du coup, et notamment, avec notamment, c'est vrai, les questions de pouvoir interne, de petites guéguerres, des vieux qui veulent pas partir et qui savent contrôler les assemblées électives et qui du coup savent bloquer les nouvelles têtes qui montent. Et donc, je pense que sur le fond, on pourrait faire sauter ce truc qui a peut-être, je ne sais pas c'est quoi l'historique de la création de cet effet dévolutif, mais que justement, défendre l'idée de parti. Qui a peut-être été créé par des partis qui voulaient être sûrs de garder le contrôle sur eux-mêmes. Mais au niveau communal, parce qu'au niveau communal, ce n'est pas le cas au Paligny. Il n'y a pas d'effet dévolutif de la case de tête. Non, en effet. Franchement, moi, ça me pose problème, l'effet dévolutif de la case de tête. Je sais déjà bien qu'au communal, ce ne soit plus le cas, mais c'est un problème ailleurs parce que, comme tu le disais, c'est vraiment le truc pour que le vieux politique qui est là depuis 30 ans, qui est là sur son siège et qui n'a pas vu le monde changer, continue à garder son AG dans sa province, dans son arrondissement ou que sais-je, garde sa première place et avec les voix du pot, continue à maintenir son siège aussi longtemps qu'il le veut, quoi. C'est juste, Jean-Benoît, parce que... C'est pas tout à fait juste. Ça peut être, effectivement, si vous êtes défendu et que vous contrôlez l'appareil partisan, vous pouvez vous installer en première position ou en deuxième position et être certain d'être élu. Mais il y a aussi l'effet inverse, c'est que l'effet dévolutif de la case de tête a tendance à bloquer le renouvellement des élus. Pourquoi ? Parce qu'on a un avantage quand on est élu sortant. On a été présent, on a été dans les médias, on a bénéficié de ressources, on est une équipe de campagne. Et donc, ce qu'on constate, c'est que plutôt on va favoriser la réélection de ceux qui sont sortants. Quand on ouvre avec l'effet dévolutif. Non, mais si on supprime l'effet dévolutif de la case de tête, si c'est que les voix de préférence, on va à cause de la pipolisation. Et donc, de nouveau, il faut trouver un espèce d'équilibre. Et c'est une finalité. Moi, j'aime bien une phrase qu'au début des années 90, Louis Tobacq donnait. Il disait moi, je suis pour un système où l'électeur il choisit la couleur dans laquelle on peint la maison, mais il ne choisit pas les peintres. Et au moins, ce système-là est clair. C'est-à-dire, on ne vous demande pas de choisir les candidats. On vous demande de choisir entre PS, Écolo, MR, CDH, PTB. Et après, ce n'est pas votre problème parce qu'on agit comme un collectif. Si on va dans le système inverse, qui a ses vertus, on doit être conscient qu'on va favoriser une pipolisation, on va favoriser aussi des votes identitaires, ce qui peut être bien ou pas bien. Ça a permis à des communautés d'être mieux représentées. À Bruxelles, ça a permis d'être conscient du fait qu'il y avait une diversité aussi dans la politique. Et quand on regarde le Parlement bruxellois, il est le plus diversifié en termes d'origine culturelle du pays. C'est grâce à l'effet dévolutif de la case de tête. Donc, de nouveau, il faut trouver, moi je ne pense pas à un équilibre systématique, mais savoir vers quoi on veut aller. Est-ce qu'on veut aller vers plus de personnalisation, de pipolisation ? Est-ce qu'on veut aller au contraire vers plus de collectifs et mettre le bon curseur ? Opaline, je t'ai interrompu, donc si tu peux... Je m'excuse. Mais je suis tout à fait d'accord, c'était le point auquel j'allais arriver, c'est que malheureusement après, il faut être conscient qu'on va alors amener une vie politique qui est plus vers l'émergence d'individualités,
avec la dérive de la pipelisation. Et moi, je trouve que c'est inéluctable. Je pense que notre société et globalement le monde politico-médiatique, de façon inéluctable, va vers une individualisation des profils et va vers une pipelisation. Alors on peut le regretter, et franchement, c'est pas que je suis fan de cette réalité, mais je pense que c'est la réalité et c'est ce que je constate d'élection en élection. On va de plus en plus vers la présence d'individus plus que de marques de partis. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse continuer à maintenir ce sentiment d'injustice chez les citoyens. Parce que, nom de Dieu, moi j'ai voté pour le numéro 2, le numéro 4, le numéro 6. Et en fait, le premier était complètement nul, personne n'en voulait, il a absorbé le pot. Et grâce à la marque, il se retrouve quand même à être élu et à être mon représentant, alors qu'en fait, le deuxième ou le quatrième était arrivé premier. Moi, je trouve ça injuste. Et que, alors oui, c'est encore compter sur des citoyens très informés, très éclairés. Mais j'ai des idéaux quand même, Oui. mais après, je suis réaliste quand même. Et donc, en comptant sur des citoyens bien informés, bien éclairés, ils doivent pouvoir aussi choisir leurs représentants et se dire, ben non, celui-là, il a magouillé, celui-là, il n'est pas compétent, ou celle-là, elle est là parce qu'elle a un nom connu et que c'est son père, ou c'est le fils ou la fille d'eux. Enfin, on a quand même la possibilité à l'heure actuelle, en 2020, de s'informer suffisamment sur des individus aussi, que pour laisser la place aux individualités. Mais si on supprime l'effet dévolutif, Jean-Benoît, est-ce que ça n'impose pas justement alors de prendre des grandes circonscriptions? Au niveau communal, il n'y a pas d'effet dévolutif, mais en général, il y a quand même pas tellement de partis d'une part, et il y a beaucoup de sièges. Et du coup, il y a un vrai enjeu de savoir. Par contre, prenons une petite circonscription, je ne sais pas, le Brabant wallon au niveau fédéral, il y a 5 sièges. En gros, les partis savent à l'avance, un chouïa après, ils savent à l'avance leurs résultats, ils savent s'ils vont avoir un siège, peut-être 2, etc. La vraie question alors, c'est qui dans chaque parti va obtenir le siège. Donc autrement dit, s'il n'y a plus d'effet dévolutif sur des petites circonscriptions, ça devient une guerre intestine, non ? Ça devient effectivement un système où tu ne vas pas pouvoir atteindre une forme de diversité et où en fait le parti va présélectionner. Parce que les partis vont définir des listes plus petites déjà, Oui. donc on aura moins de candidats. Il va y avoir une guerre entre donc 2 ou 3 leaders qui vont essayer de gagner Du même parti, qui donc vont essayer de gagner on se bat contre son parti plutôt que qui vont contre essayer les de gagner le ou les 2 sièges. Et donc effectivement, notre système est extrêmement critiqué pour son morcellement, mais par contre notre système est plutôt utilisé comme exemple pour la flexibilité qu'il offre à l'électeur, un grand choix, beaucoup de candidats de profils différents, on peut exprimer autant de votes qu'on veut, c'est aussi quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Il y a des tas de pays où on peut exprimer un vote pour 1 ou 2 candidats au sein des listes, donc ça c'est quelque chose qui va changer. Donc si on renforce le côté majoritaire et qu'on diminue la taille des circonscriptions, on va effectivement diminuer la personnalisation en la réduisant à 2-3 personnes, 2-3 leaders par parti qui vont être en lutte très très importante. Et un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est la diversité. Si vous n'avez plus qu'un élu par liste en moyenne, c'est compliqué de garantir une diversité, par exemple homme-femme. Donc ça, c'est aussi un des inconvénients de réduire la taille. Donc poursuivre tout... on ne peut pas poursuivre plusieurs lièvres en même temps, et donc il va falloir aussi réfléchir à ça. Mais... Alors, si je mets encore le dernier problème sur la table, en Belgique, il y a quand même vraiment quelque chose de particulier. C'est que normalement, on nous annonce, c'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution, que les élus représentent l'ensemble de la nation. Et pourtant, on n'a aucune prise sur la moitié, même pour nous les francophones, plus que la moitié des élus, parce que comme il n'y a pas de partis nationaux ou fédéraux, parce que les circonscriptions sont, à part Bruxelles, monolinguistiques, eh bien, un élu flamand, et vice-versa, un élu flamand, mais il n'a pas de compte à rendre aux électeurs francophones. D'ailleurs, certains ministres l'ont parfois dit de manière très crue. En tant qu'électrice, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te choque? Est-ce que tu voudrais pouvoir voter pour des partis flamands, donner aussi ton avis? Est-ce que là, il n'y a pas un problème auquel... Oui, mais on va dire c'est symptomatique d'un problème plus profond qui est celui de la séparation entre la partie francophone et la partie flamande. Au-delà du fait, moi j'aimerais bien en effet voter pour un parti flamand, mais j'aimerais surtout faire partie de la communauté électorale flamande dans le sens où j'aimerais comprendre le débat démocratique qu'il y a là-bas. Enfin, je n'ai aucune idée de l'actualité régionale flamande par exemple. Je ne sais pas à part... les espaces médiatiques sont clos et donc les espaces politiques sont clos aussi. À part quand il y a des choses très graves qui se passent, comme quand ils ont coupé 60% des budgets culturels en Flandre après seulement 2 mois de mandat. Évidemment, tout le monde en parlait, même ici en francophonie, mais sinon, je ne sais pas trop en fait ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'il y a
en fait, au-delà du fait de ne pas pouvoir voter pour la partie électorale flamande, c'est la question d'être dans le même pays, de vivre les mêmes politiques quand même sur un grand nombre de sujets et de ne pas pouvoir en discuter entre nous avec la barrière linguistique, mais aussi la barrière médiatique, etc. Et donc, il faudrait un JT commun le soir. Ouais, peut-être, ouais, ou des traductions, etc. Il y a des tentatives. Dans le milieu militant, il y a vraiment des tentatives de faire converger les mêmes associations ou de créer, par exemple, dans le milieu féministe, la grève du 8 mars est faite bilingue avec des flamandes, avec des francophones. Et donc, il y a des volontés, en tout cas, pour peser dans le milieu militant, on essaye de se mettre ensemble parce que ça n'a aucun sens, en fait, qu'on se sépare par des questions communautaires qui ne sont au final pas les nôtres, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Et donc oui, je crois que ce serait chouette de relancer ça. Et puis après, je crois qu'il y a... Enfin, moi, j'écoute un podcast qui est trop bien. Je ne sais pas si je peux faire la pub ici. Bien sûr. Ça s'appelle Plan B avec Alain Gerdache et Evan de Vader. Oui. Et c'est en bilingue français-néerlandais. Et du coup, ça parle en français des questions néerlandophones et en néerlandais des questions francophones. Et du coup, en fait, moi, c'est une des premières fois où j'ai pu vraiment apprendre profondément les questions politiques du côté néerlandophone. Mais sinon, c'est vrai que les élections ou les débats dans le gouvernement régional, on n'en entend pas parler. Ça, en tout cas, moi qui m'intéresse à ça, c'est une grosse perte. Et je crois qu'en général, ça alimente le sentiment de déconnexion et le sentiment de, au final, si on se sépare, ce sera pas si grave, parce que de toute façon, on l'est déjà dans les faits. Opaline, Ouais. tu serais prête à aller te présenter en Flandre ? Je ne le souhaite pas parce que mon néerlandais est relativement limité, honnêtement. Mais en vrai, moi, j'ai même un autre élément qui me saoule par rapport à ça. C'est que même entre Wallons, moi je suis montoise, je ne peux pas voter pour Maxime Prévost. Non, mais tu as le parti. Hein, tu peux voter pour quelqu'un Ouais, de son mais parti. Au moins, c'est ça. voilà, de nouveau, on en revient à la question de est-ce que j'ai envie de soutenir des individus Ouais, tout à fait. ou du collectif. Mais donc, moi déjà, il y a ça qui me dérange. Et puis, je trouve que le système politique belge n'a un peu assis entre deux chaises et n'a jamais choisi entre le fait qu'un député, qu'il soit fédéral ou régional, est le député de sa circonscription. Dans le sens, aux États-Unis, le sénateur de l'Alabama, il défend les intérêts de l'Alabama et c'est indiqué sur sa nominette à chaque fois qu'il prend la parole. Ça fait partie de son identité d'élu. Ici, on essaie un peu de faire semblant que ce n'est pas le cas, mais on constate quand même que nos parlementaires, quand tu es député de Charleroi, tu vas parler des ronds-points, des zonings de Charleroi et qu'on attend de toi de défendre ton identité régionale et les enjeux de ta circonscription. C'est juste pour la circonscription, mais par contre, pour ce qui est de la communauté, là par contre, dans notre système, c'est clair. Oui, mais c'est pas dans la réalité, on voit qu'il y a toujours cet équilibre où, oui, tu es un élu de la communauté, mais tu as cette origine de ta circonscription où tu défends les intérêts de ta circonscription. Et je n'aime pas ça dans le système parce que je trouve que ça devrait être plus clair. Soit tu es un élu de ta circonscription et quand tu es au Parlement de la Fédération de Bruxelles, tu parles des écoles parce qu'il y a eu un cas particulièrement de quelque chose dans une école de ta circonscription. Quand tu es à la région wallonne, tu parles des zonings de ta circonscription, ce genre de Mais choses. tu as dit deux choses. Tu as dit à la fois que tu aurais voulu voter pour Maxime Prévost, donc plutôt une circonscription wallonne alors, Ouais. ou se trouver que c'était bien justement de défendre. Non, j'ai pas dit que c'était bien. C'est ça. Voilà. J'ai pas dit que Et c'était ta bien. préférence, c'est lequel des deux alors? Tu voudrais clarifier dans quel sens le choix? Idéalement, j'aimerais bien qu'on ne soit pas député de notre circonscription. Non, plutôt Parce des que franchement, on grandes peut se retrouver circonscriptions, avec des circonscriptions de 20 km sur 20 km, c'est un peu limité parfois comme niveau débat d'idées. Mais je pense que dans la réalité, les électeurs et les élus sont plus proches de l'action au niveau de la circonscription. Mais je le regrette, c'est pas ce que je veux. D'accord. Mais en tout cas, globalement, ce qui me pose problème, c'est qu'on est dans un système qui n'a pas choisi. Et soit mes députés sont des députés de l'Alabama, soit ils sont vraiment des députés de la nation, mais pas les deux. Jean-Benoît, d'habitude dans les pays fédéraux, il y a des partis fédéraux. Et il y a, d'ailleurs c'est quelque chose qui est débattu en Belgique, en tout cas dans les milieux académiques depuis longtemps, parfois on l'entend sur le plan politique, il y a des circonscriptions fédérales. Est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait être un élément justement qui renforcerait peut-être une meilleure compréhension entre francophones et néerlandophones, peut-être qui du coup rapprocherait les familles politiques et du coup limiterait en tout cas les partis et favoriserait aussi la formation de gouvernements plus vite si justement on divisait par deux le nombre de partis s'il y avait des partis fédéraux. C'est pour moi un des problèmes fondamentaux du système fédéral belge actuel, c'est cette absence si pas de partis fédéraux, en tout cas de liens suffisants entre
députés des deux côtés de la frontière linguistique et aussi au niveau du débat médiatique. Je pense que là, il y a un vrai problème. Ce n'est pas vrai que tous les États fédéraux ont des circonscriptions nationales, mais au moins ils ont des partis qui vont jouer ce rôle de créer de la socialisation entre personnes qui viennent de différentes parties du pays, ce que font d'ailleurs les partis à l'intérieur de leur communauté. On crée de la socialisation en ayant un élu de Charleroi ou de Liège qui va discuter avec un élu d'une commune rurale du Luxembourg et qui va lui expliquer c'est bien gentil ce débat sur la 5G, mais nous on n'a toujours pas la 4G, donc c'est peut-être pas la peine de venir trop vite là-dessus. Donc ce rôle de socialisation n'existe plus au niveau national, donc ce n'est pas simplement qu'on ne rend pas de compte à l'électeur de l'autre communauté linguistique, c'est qu'aussi on n'a aucun incitant à véritablement prendre du temps pour tisser des liens avec les élus de l'autre communauté linguistique. Et donc moi, d'ailleurs, j'ai soutenu cette proposition qui avait été faite il y a quelques années par le groupe Pavia, d'avoir une partie des élus nationaux qui soient élus sur une circonscription qui couvre l'ensemble du pays, où il faut aller chercher des votes de l'autre côté de la frontière linguistique. Donc je pense que là, vraiment, pour moi, c'est un des problèmes. Si on veut un système fédéral qui fonctionne autrement que comme un système confédéral, où il y a deux groupes qui se mettent ensemble pour négocier à certains moments, mais qui pour le reste vivent séparément. Donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel, si de nouveau on a cette vision-là, c'est-à-dire la Belgique doit avoir un espace commun et un espace de fonctionnement commun et pas être juste la superposition de deux communautés linguistiques, je pense qu'il faut pousser vers cela, mais on peut aussi avoir une conception complètement différente, qui était celle qu'ils avaient dans les années 60-70, c'est de dire, non, au contraire, créons deux communautés imperméables qui vont négocier au sommet. Donc c'est déjà à ce moment-là qu'on voit émerger l'idée confédérale. C'est déjà ça, dès les années 60-70, on arrive vers cette logique-là. Moi, ça, c'est quelque chose que je regrette beaucoup, et donc ça, c'est quelque chose contre lequel je pense que les institutions peuvent créer des incitants qui forceront les gens à créer du lien. Mais si on regarde au niveau international, les différents systèmes qui existent, quand j'entends cette idée d'une circonscription fédérale, j'entends aussi l'importance de pouvoir voter pour des personnes et d'un ancrage local. J'entends aussi les problèmes sur l'effet dévolutif de la case de tête, etc. Mais d'un autre côté, il faut aussi permettre un certain renouvellement et qu'il y ait des marques fortes. Est-ce que le système allemand n'est pas quelque chose qui pourrait nous inspirer? Alors, le système allemand, c'est l'idée que chacun a deux votes. Dès qu'il y a une circonscription fédérale, on a cette idée que chacun a deux votes. Avec le premier vote, on va voter pour un élu local dans une petite circonscription là, où il n'y a qu'un seul élu, comme en France. Il n'y a qu'un seul élu, donc ça c'est vraiment directement l'électeur qui choisit qui va être élu. Et là c'est vraiment la relation de confiance entre une personne et son électorat. Et puis avec le deuxième vote, là on vote sur une circonscription fédérale pour des partis qui présentent différents candidats. Donc là, on a par contre, alors ça c'est pour faire plaisir à Anaïs, c'est le côté projet de société, c'est le côté on fait confiance à un collectif qui porte une vision de la société. Et au final, les sièges sont répartis, on additionne l'ensemble des votes qu'a obtenu un parti, on répartit proportionnellement, comme aujourd'hui, les sièges. Et puis quand on doit désigner qui occupe, donc le parti A a obtenu 10 sièges, il a gagné 7 circonscriptions locales, ça lui fait donc 7 sièges remplis par les vainqueurs locaux, et les 3 derniers sont obtenus par les personnes qui étaient présentées sur la liste fédérale. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui pourrait nous inspirer, qui rencontrerait à la fois l'idée quand même de garder notre système proportionnel, qui garderait l'idée d'une circonscription fédérale, qui garderait l'idée d'un ancrage local de personnes qu'on a désignées, mais qui garderait aussi l'importance des marques, des projets? Anaïs, est-ce que ça te parlerait en tout cas? Alors, pas du tout. Pas du tout, ok. En fait, non, genre dans l'idée, Oui. c'est cool. Et je crois que peut-être au quotidien, en tout cas moi, si je pouvais choisir en effet une personne qui me représente dans une toute petite circonscription, j'aurais peut-être cette impression d'être plus représentée. Après, deux choses. Premièrement, ça donne un parlement, je crois, avec 500, 600 élus. Non, pas nécessairement. En Allemagne, oui, mais c'est juste parce que le pays est très grand. Oui. On pourrait imaginer ça en gardant 150 élus, Oui. en faisant 50, 50, 50. Ah ouais, ok. Oui, Mais du coup, parce que sinon... Oui, ça, effectivement, sinon ce serait une objection rend, forte. Oui. La machine super grosse et au final, bon, je sais pas. Mais... première chose. Pas de problème. Et ensuite, je crois que oui, c'est bien si on veut focaliser sur des personnes, etc. Après, moi c'est pas...
c'est pas quelque chose qui me meut fondamentalement. Et toi, c'est vraiment le projet qui compte. Oui, et même je crois que le fait d'avoir des élus très très locaux ne fait pas forcément en sorte que les réalités locales soient plus représentées. Ils ne seraient pas si locaux que ça, hein, parce que justement, si on veut éviter d'avoir trop d'élus, il y aurait moins d'élus, les circonscriptions seraient un peu plus petites peut-être qu'aujourd'hui, mais il y aurait moins d'élus sur chaque circonscription, hein, puisque voilà. Oui, mais je ne sais pas, moins d'élus sur les... On garderait le même nombre de sièges. Au total, oui, mais il y aurait un certain nombre qui seraient élus sur la circonscription fédérale. Donc, dans les circonscriptions locales, il y en aurait moins. Donc, il y aurait de toute façon un élu par circonscription. Elle serait un peu plus petite qu'aujourd'hui, mais ce serait moins d'élus locaux que les 150 actuels. Oui. Je crois que ça pourrait être intéressant, en tout cas sur certains sièges. Et je crois que c'est un débat qui a eu lieu pour le Parlement européen au moment où on faisait partir les sièges anglais. Oui. Où on a dit en fait on devrait garder ces 73 sièges et en faire des élus européens. Fédérale, oui. Mais moi je crois que vraiment en fait c'est un peu de la enfin j'arrive pas trop à répondre parce que ça me semble techniciser un débat qui au final est pas du tout là quoi. Donc c'est dire en fait on croit que parce qu'on voterait pour des gens plus locaux ou plus fédéraux et des choses comme ça, on va changer la démocratie alors que moi, si je veux faire une proposition, par exemple, ce serait de dire écoutons beaucoup plus la société civile, donnons-lui plus de droits dans l'espace démocratique, dans l'espace de négociation, des droits de veto, par exemple. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Oui, mais du coup, en fait, j'arrive pas trop à répondre à votre question parce qu'elle, en tout cas, de mon point de vue, ça semble pas du tout quelque chose auquel j'aspire. Et je crois qu'en fait, et là, je ne vais pas parler au nom de tous les électeurs, mais en fait, je crois que quand on parle de démocratisons davantage le système politique belge, on ne pense pas à ça. On pense à d'autres formes d'écoute, d'autres formes de... nanana. Mais du coup... Mais on parle quand même beaucoup de l'effet dévolutif, des suppléances, c'est des choses qu'on entend. Oui, donc ça, c'est une manière d'y arriver. Totalement. Mais après, les circonscriptions chez nous, elles sont déjà très petites, quoi. Et, ça dépend lesquelles. Oui, ça dépend desquelles, mais j'ai l'impression que le système belge tel qu'il est laisse beaucoup de place à la création au niveau local et à l'écoute au niveau local. D'accord. Et du coup, avoir des sièges fédéraux, etc., peut-être, mais c'est peut-être pas aussi ce que les gens veulent. Moi, je passe peut-être à... Bon, ça, je sais pas pense pas du qu'il y ait tout de si vous réalité. attendiez ce genre de Non, réponse, j'attendais que tu dises ce que tu penses, bien entendu, c'est ça le but du jeu. Donc, non, mais après, les gens, c'est toujours très très difficile de savoir ce que... Et en général, ils ont des appuis divers, c'est ce qui donne des parlements divers, et ce qui rend les choses évidemment à la fois compliquées, mais passionnantes. Opaline, est-ce que toi, c'est un système dans lequel tu as l'impression que justement, en tant que femme politique, tu trouverais ta place, tu préférerais alors être plutôt au niveau local, plutôt au niveau fédéral? Alors, c'est marrant que tu commences la phrase par « en tant que femme politique » parce que justement, c'était ça mon objection. Oui. C'est qu'on constate, quand on analyse le comportement des partis, quand il n'y a qu'un siège à pourvoir dans une circonscription, ils font le choix le plus safe. Et c'est quoi le choix le plus safe au niveau du comportement électoral? C'est un homme blanc de 45 ans. Et donc, je crois même que je l'ai pris dans un de tes livrets. Donc, quand il y a un comportement safe à choisir et qu'il n'y a qu'un siège, c'est pas bon pour la diversité et surtout pas pour les femmes. Donc, l'idée, c'est d'équilibrer. Dans le système allemand, c'est équilibré par la liste fédérale, mais c'est un vrai point important. Ouais, voilà. Donc, précisément en tant que femme, non, c'est pas bon pour mon business. Mais idéologiquement, théoriquement, oui. Moi, je trouve ça très intéressant qu'il puisse y avoir justement cette complémentarité des profils et qu'à certains moments, au moins pour une partie des sièges, on soit obligé, un petit peu entre guillemets, d'élever le débat, de dire voilà, qu'est-ce qui fait société, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait encore une nation, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore la Belgique telle qu'elle existe avec ses couacs et ses bizarreries, et qu'on ne soit pas juste dans le poteau-poteau, comme on disait, de sa circonscription ou de la région wallonne, etc. Donc moi, je trouve ça sur le papier très intéressant et ça m'intéresserait énormément, sauf qu'en pratique, les partis sont ce qu'ils sont et ils ne prendront pas des décisions qui, je trouve, seront les plus saines pour la démocratie. Ok, mais effectivement, c'est un élément à prendre en compte. Jean-Benoît, ce système allemand, il fonctionne? C'est une source d'inspiration possible, selon toi? Il fonctionne assez bien. Ce n'est pas le seul pays à avoir un système mixte. Il y en a beaucoup d'autres. Et effectivement,
Le cas de la Nouvelle-Zélande est intéressant. C'est un pays qui est passé à un système mixte, qui avait un système 100% majoritaire, qui est passé à un système mixte par référendum. Donc il y a eu différentes propositions, les citoyens ont choisi ça. Ça a été confirmé 10 ans après. Donc après 2 élections, les citoyens ont pu revoter par référendum sur le maintien de ce système, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça montre qu'on peut trouver des équilibres en ayant effectivement, par exemple, un vote national et un vote local, ou en ayant même parfois 3 niveaux. L'Autriche a ça, un vote local, un vote régional et un vote national. Donc on peut penser à des systèmes mixtes qui fonctionnent et qui plaisent, mais c'est aussi, et la Nouvelle-Zélande est un bon exemple, c'est pas ça qui met un point final à la question. Et donc on va devoir, par ailleurs, réfléchir à la question de la diversité, mais aussi à la question de quel rôle on donne à la société civile, quel rôle on donne aussi à la société civile non organisée, parce qu'une chose est de dire il faut donner un point de vue aux manifestations qui s'expriment, mais il faut aussi pouvoir entendre ceux qui ne sont pas dans ces structures organisées. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment aller au bout du débat qui est proposé aujourd'hui, et c'est vraiment utile, mais bien être conscient que c'est un tiroir dans ce problème et qu'il va falloir penser d'autres éléments. Mais comme tu le dis, le problème, c'est qu'il n'y a plus de consensus, et il n'y a jamais sans doute eu de consensus sur quel est le bon système, et donc il faudra aussi se dire, on ne plaira pas à tout le monde, ce système ne conviendra pas à tout le monde, mais on essaye d'avoir quelque chose qui puisse réunir suffisamment de monde qui les soutiennent, et reparlons de la Nouvelle-Zélande, peut-être aussi, c'est peut-être une bonne occasion de réfléchir à nos institutions et après à les faire valider par le citoyen, par un vote référendaire ou par un autre mécanisme. Ça pourrait être aussi quelque chose de sain, c'est d'ailleurs des propositions qui sont sur la table. Si on change les institutions, on le fasse en impliquant plus de citoyens et pas simplement en impliquant des experts comme moi qui ont travaillé beaucoup là-dessus, mais qui ont peut-être un point de vue biaisé parce qu'ils sont hyper passionnés de la chose, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. On a essayé de mixer, en tout cas, c'est très bien, experts, politiques. Je pense effectivement que nouer ce dialogue entre les différents éléments est crucial. C'est un des objectifs d'Iforabo Mouvement Positif dans la série de débats que nous allons vous proposer tout au long des mois qui viennent. Nous nous retrouvons d'ailleurs la semaine prochaine en s'intéressant peut-être à l'autre dimension, l'autre côté du même miroir. On a beaucoup réfléchi ici à partir du point de vue des électeurs, leur influence à travers les systèmes électoraux. On s'intéressera aux partis, à la manière dont ils s'organisent, à leur gouvernance interne, à la question des mandats, de la succession, et peut-être aussi on se demandera s'il ne faut pas limiter dans le temps les partis politiques. Je vous propose de nous retrouver dans la même formule, dans un autre café. Nous étions cette semaine à l'Arsène Café à Namur. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et surtout, prenez soin de vous et prenez soin des autres.